Bonsoir à tous et bienvenue dans ce rendez-vous d'information sur nos antennes. Léa, bonsoir. Bonsoir Papis, bonsoir également à vous chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Le Sénégal, par la voix de son ministre du Budget, répond au FMI. La remarque de l'institution sur le manque de transparence dans le système de rémunération des fonctionnaires n'est pas conforme à la réalité. Le Sénégal procède bel et bien dans la transparence. Les collectivités locales souhaitent davantage disposer de fonds, on le sait déjà, une trouvaille, voire une bonne parade par la taxation sur les services de transfert d'argent. L'idée est de Aliou Sall, président de l'association des maires du Sénégal. Sujet éducation, la reprise des cours ouvre une fenêtre d'inquiétude. À l'origine, le report des examens, une préoccupation des élèves. Ils veulent d'abord finir les programmes avant d'aller aux examens. Sport, Aliou Cissé face à la presse ce vendredi. L'entraîneur des Lions du Sénégal, fidèle à sa philosophie, la rigueur pour obtenir les résultats, vous l'entendrez dans ce journal. Enfin, le dossier du jour, il fait dans la musicalité traditionnelle le riti ou violon pour les Français. En bon poulard, cela s'appelle le Nyanyori. C'est Aïssata Païfal qui nous en parlera dans un petit instant. Bienvenue à tous. Le ministre du Budget répond au chef de mission du FMI qui a dénoncé jeudi le manque de transparence dans le système de rémunération de nos fonctionnaires Léa. Pour Birima Mangara, le dispositif de l'État du Sénégal est bien transparent, même s'il existe un problème de communication et d'échange d'informations précédé par celle de la Banque mondiale. Cette sortie du FMI pose le débat sur leur éventuelle ingérence dans la gouvernance des pays en développement. Chérif Dia et Mohamed Dian. Comme s'ils se sont passés le mot, la Banque mondiale et le FMI ont été très critiques à l'endroit du Sénégal, même si le Fonds monétaire international a semblé plus dur, constatant un manque de transparence dans le système d'énumération des fonctionnaires. Le ministre du Budget, lui, n'aimait pas sur la même longueur d'onde qu'Ali Mansour du FMI. Notre dispositif est très transparent. Peut-être qu'il y a un problème de communication et de partage d'informations, mais je voudrais ici réaffirmer le caractère transparent de notre dispositif. Birima Mangara ajoute qu'il est difficile pour l'État de mettre les fonctionnaires sur le pied d'égalité. Dans la vie, il y a toujours une inégalité de chance, une inégalité de traitement, une inégalité de revenus. Tout le monde ne partage pas le même cursus. C'est pour ces raisons qu'il y a eu des indemnités différentes d'un corps à l'autre. Les institutions de Bretton Woods continuent d'imposer aux pays en développement leur méthode de gouvernance. Un diktat qui n'est pas du goût de certains acteurs politiques. C'est dommage que l'Afrique est toujours dans une position et une posture de recevoir un certain nombre de leçons et de recommandations. Et je pense qu'il ne s'agit pas non plus d'organiser une dualité entre nous et certains continents. Mais il est temps qu'on puisse être de véritables alter-ego. Ce sont ces mêmes institutions financières internationales qui ont été à l'origine de la politique d'ajustement structurel du Sénégal dans les années 80 et la dépendance continue. La création d'une taxe sur les services de transfert d'argent envisagée par les collectivités locales, c'est ce qu'a annoncé le président de l'Association des maires du Sénégal. Aliou Sall explique que cette taxe permettra la mise en place d'un fonds d'appui aux collectivités locales. Il est au micro de Chérif Dia, je vous propose de l'écouter. Nous avons pensé que si nous voulons réellement faire en sorte que les collectivités locales disposent de ressources importantes, nous ne pouvons pas nous limiter à la fiscalité classique. Il nous faut des financements innovants et dans ce sens, nous avons pensé que la piste du transfert d'argent, qui est une activité certainement pas nouvelle mais qui a connu un regain de croissance assez importante ces dernières années, que cette piste-là soit explorée de sorte à pouvoir donc abonder les ressources des collectivités locales sans pour autant menacer l'équilibre financier de cette activité qui est aussi une activité qui participe à la croissance du pays.
Aliou Sall a également salué l'esprit de dialogue qui a prévalu entre l'État et la mairie sur l'emprunt obligataire de cette dernière. Il s'exprimait en marge d'un atelier sur le financement des collectivités présidé par le ministre du Budget. Fin hier à Dakar du Forum international sur le financement des projets de type partenaire privé, public, une occasion pour promouvoir les réformes du plan Sénégal émergent. Exactement, Papis. Au total, 33 projets partagés et sur les 27 projets prioritaires, 19 sont de type PPP pour un financement estimé à 8 600 milliards de francs CFA. La cérémonie de clôture était présidée par le Premier ministre. Les détails avec Mame Biram Diouf et Modou Diop. 3 jours de travaux articulés autour notamment de 8 panels, 6 ateliers, des expositions, 300 participants. Un défi qu'il fallait relever, chose réalisée et dont se félicite le ministre Khoudia Mbaye, maître d'œuvre. Tout le monde a contribué au-delà de nos attentes. Je dois dire que ce forum a été, je suis peut-être trop mal placée pour le dire, mais en tout cas, ce qu'on pourrait appeler un coup d'essai qui est un coup de maître. Les recommandations faites tournent essentiellement autour de l'amélioration de l'environnement des affaires avec un accent particulier sur la recherche de mécanismes innovants. Un message bien saisi par le Premier ministre qui fait de la bonne gouvernance et de la transparence des éléments clés pour l'atteinte des objectifs visés. Nous devons, pour réussir ce pari, consolider les bonnes appréciations en matière de respect des droits et libertés, de gouvernance vertueuse des finances publiques, de rigueur dans la gestion macroéconomique. Volontarisme économique, oui, mais discipline budgétaire de l'autre côté. En votant en 2014 la loi relative au contrat de partenariat, ouvrant ainsi le capital de la société au secteur privé jusqu'à hauteur de 20%, le Sénégal s'ouvre pour être beaucoup plus compétitif. Je rajouterais même que la concession autoroutière qu'on gère en ce moment, enfin qu'on gérait initialement, était entre Dakar et Diamniadio, et l'APIX a décidé de l'étendre jusqu'à l'AIBD. Donc nous avons renégocié le contrat et l'APIX a anticipé cette loi vu qu'elle a prévu une clause un peu plus dure dans notre contrat, qui est une ouverture de capital à 25%. 19 projets de type partenariat public-privé pour un financement estimé à 8 600 milliards de francs CFA. Ce forum reste une vitrine pour les concrétiser en attendant le prochain rendez-vous dans 2 ans. Et nous parlons éducation à présent avec cette volonté de nombreux élèves du public de reporter les examens de fin d'année. Un sujet diversement apprécié selon qu'on soit dans un lycée ou dans un autre. L'enjeu principal reste le niveau d'Issa-Préra. Ibrahima Souri Diallo, élève de terminale scientifique en pleine révision dans une classe au lycée Blaise Diagne où les potaches ont subi 2 mois de grève, le report des examens vivement souhaité. Si on le repose, peut-être on aura la chance de faire les chapitres qu'on n'a pas encore fait, d'une part quoi. Et d'autre part, si on n'a pas reposé les examens qui nous donnent les sujets, ils n'ont qu'à nous donner sur les chapitres qu'on a déjà fait. Je suis d'accord pour qu'on reporte les dates parce que, comme vous le voyez, les cours ne se font pas normalement. Un souhait partagé par des élèves d'une autre école, au lycée John Kennedy, qui pourtant n'a pas connu autant de perturbations. Les élèves sont pour le report, mais pour des raisons différentes de leurs camarades de Blaise Diagne. Personnellement, je pense qu'on doit repousser les examens, mais à une date pas très loin de la date prévue. Parfaitement d'accord avec les élèves, parce que en ce moment, le niveau des élèves a bien baissé. Il ne s'agit pas surtout de passer le BFM, mais de le passer avec la manière, c'est-à-dire avoir le niveau passé en classe supérieure. Donc je crois que le report, on doit procéder à un report de la date des examens. Au cas où les calendriers des examens sont maintenus à date échue, les apprenants laissent apparaître des craintes. Ah, s'il n'y a pas de report, Tamit, Dieu est grand, hein. On va juste se sacrifier parce qu'on est des élèves Tamit. Alors c'est vrai que c'est pas facile. Le 30 juin, c'est la date fixée pour les anticipés de philosophie. Le reste des évaluations devront se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juillet. Mais cela, si et seulement si les dates sont conservées.
Claire. L'exploitation des femmes et des enfants, un fléau que combat la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes. Le secrétaire permanent de la dite cellule estime que c'est une couche surexploitée. Elles sont victimes et il demande à ce que la loi soit appliquée afin que les enfants et les femmes soient protégés. Kodenyaï Mordial. La traite des personnes est une réalité au Sénégal, une situation qui touche plus les femmes et les enfants. Le secrétaire permanent de la cellule de lutte contre l'exploitation de ces couches vulnérables revient sur les formes d'un tel phénomène. Il faut savoir que la traite des personnes au Sénégal, malheureusement, à l'exemple des autres pays dans le monde, est un fléau assez récent, en tout cas, qui a pris des proportions assez inquiétantes dans nos pays. Le Sénégal ne fait pas exception par rapport aux pays de la sous-région. Cette traite des êtres humains se retrouve dans la mendicité forcée des enfants, dans les servitudes domestiques, dans l'exploitation sexuelle commerciale, dans le trafic des migrants. Nous ne sommes pas encore sûrs, mais nous savons que des pays très proches de nous ont même le trafic d'organes. Pour lutter contre ce fléau, la structure compte miser sur la sensibilisation, mais aussi sur une application rigoureuse de la loi réprimant les auteurs de ces actes. Il y a une loi qui est la loi de 2005 qui a été adoptée par le Sénégal, qui a commencé d'ailleurs à être appliquée. Il y a une jurisprudence depuis quelques années qui condamne les auteurs de cette activité criminelle. Le Sénégal a certes fait des efforts pour combattre ce fléau, mais le secrétaire permanent de lutte contre ce phénomène invite les citoyens et la presse à dénoncer les auteurs d'une telle exploitation. Suite au nombre effarant de morts en Méditerranée, les membres de la CEDEAO préoccupés par l'immigration clandestine. Lors d'un forum organisé pour la célébration du 40e anniversaire de l'institution, il a été question de la lutte également contre la corruption. Voici Khadim Diop, ministre de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance, au micro de Fatou Bintou Conté, que je vous propose de suivre. La question de l'immigration clandestine et du drame que cela entraîne ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai que ces derniers temps, nous avons connu une situation qui est presque sans précédent. La CEDEAO a une réunion qui se tiendra le 19 de ce mois, certainement comme elle l'avait fait l'année dernière, au mois de juillet, dans sa session qui a eu lieu à Accra. La CEDEAO se prononcera. Mais ce qui importe, c'est de dire que tous les chefs d'État de la sous-région ont eu à déplorer. Également pour ce qui concerne la lutte contre la corruption, la mise en place de l'OFNAC qui a été dotée de moyens d'agir pour lutter contre la corruption. Je pense que ça aussi c'est un acte concret. Et si nous parvenons à lutter de manière efficace contre la corruption, si nous parvenons à instaurer la transparence dans nos mœurs, évidemment personne ne pourra plus s'enrichir de cette manière, de manière illicite. À cause de la pléthore de panneaux dans les rues de Dakar, le préfet de Dakar a pris des mesures. Alioune Badara Diop entend par là remettre de l'ordre dans l'implantation des panneaux publicitaires, une mesure dont se réjouissent les maires et les régisseurs, même si ces derniers se rejettent la responsabilité de l'anarchie dans la pose des panneaux publicitaires. C'est un reportage signé Fatou Bintou Conté, Moudou Diop et Aïssa Toudia. Pour remettre de l'ordre et réorganiser leur mode d'implantation, aucun panneau publicitaire ne sera posé à Dakar pendant une période déterminée. Ainsi en a décidé le préfet de Dakar. Ce qui se passe aujourd'hui à Dakar, c'est que vous avez un peu partout l'implantation de panneaux qui ne respectent pas les normes, qui peuvent vous éblouir, qui sont installés dans des endroits qui peuvent cacher, être une entrave à la circulation ou même être des sources d'accidents. C'est dans ces conditions-là que nous avons décidé que par arrêté, nous allons stopper de façon provisoire, bien entendu, l'implantation des panneaux publicitaires sur l'ensemble du territoire du département. Certes, les panneaux publicitaires font partie du mobilier urbain, mais le préfet de Dakar décrit le surnombre remarqué sur les artères de la capitale et dont il faudrait dénombrer. L'objectif, c'est de faire le point. Combien de panneaux nous avons dans le département de Dakar? Aujourd'hui, nous ne le savons pas. Qui sont les publicitaires qui détiennent ces autorisations d'implantation de panneaux? Nous ne le savons pas. Nous avons vu qu'en la matière, il y a des vices de procédure qui nécessitent que l'on recadre l'action pour que ce qu'on qualifie un peu comme une pollution visuelle ne puisse plus être l'élément le plus visible
de la publicité à Dakar. Les régisseurs saluent la mesure mais pointent un doigt accusateur aux maires des collectivités locales d'être à l'origine de cette anarchie. Avec l'acte 3, donc, la publicité est dévolue aux différentes communes. Donc, pour éviter toute anarchie, donc, il faut nécessairement que le pouvoir central puisse réguler afin de ne pas polluer l'environnement des citoyens. Et à ce titre, nous saluons de façon vraiment, nous applaudissons la décision du préfet. Nous adhérons à sa décision. La pause est anarchique dans la mesure où il y a certains qui disposent d'autorisation et qui ne sont pas du secteur. Cheikh Gueye, le maire de la commune de Dieuppeul-Derklé, dégage en touche. Il est vrai que les taxes de publicité sont des taxes municipales. Mais je ne suis pas d'avis aujourd'hui, compte tenu de la situation que je viens de décrire, qu'il faille de dire que c'est tel qui est responsable ou tel autre. Je pense qu'il faut comprendre que c'est une situation difficile, aussi bien pour les collectivités locales, pour les régisseurs de publicité que pour l'autorité. Dakar, la capitale, regorge de panneaux publicitaires, des installations anarchiques qui indisposent parfois même les populations. Et nous reparlons de la CEDEAO sous un autre angle. Cette fois-ci, il s'agit de la première édition du village de l'institution Léa Kissétian depuis ce 2 mai chez nous. Exactement, Papy. Objectif de cette rencontre commerciale, écouler les produits des pays membres de l'espace CEDEAO, mais aussi nouer des partenariats entre les exposants de la sous-région. Sur place, nous retrouvons Cher Tidiane Dione et Mardia. La place de l'obélisque aménagée à la forme d'un triangle abrite le village de la CEDEAO, un rendez-vous commercial pour les 15 membres de l'intégration d'exposer les produits nationaux. Des produits faits au Togo, que ce soit du point de vue de la dermatologie, du point de vue du cosmétique, du point de vue de l'art culinaire, vous retrouvez tout ce qu'il vous faut pour rendre agréable. Nous produisons des tapisseries murales, des tapis de sol et des tapis de prière aussi. Et on a aussi une machine d'impression numérique. Produits pour les cheveux. Et les pagnes, les wax, on vend ça aussi. Et puis on vend les robes et le shampoing déminant. Ce village est un espace de région, ici entre commerçants de la sous-région. Ici, l'appréciation d'un exposant à un autre varie, mais si certains se frottent les mains, d'autres soutiennent le contraire. Nous avons ici le sabre national que le président remet à chaque vainqueur de la lutte traditionnelle. Il y a aussi des colliers, des bracelets. Un Sénégalais l'a réservé. Il viendra demain matin à midi récupérer. C'était à 250 000. Ça marche un peu. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont entrés pour... Il n'y a pas d'argent, il y a un problème de finance avec ces choses. Donc, il vient pour regarder les bagages. Cette initiative entre dans le cadre de promouvoir le commerce dans l'espace de la CEDEAO, mais aussi de vulgariser la culture des pays membres de l'organisation. Et parlons littérature à présent. Boko Haram, du problème nigérian à la menace régionale, c'est le titre de l'ouvrage de Bakary Samb. Dans son livre, l'auteur analyse en profondeur le mouvement terroriste qui n'en finit plus de terroriser les populations nigérianes. Comme pour dire rupture, repère et imaginaire, c'est la quintessence de cet ouvrage signé Bakary Samb qui a présenté son ouvrage aujourd'hui. Voici le compte-rendu signé Memouna Ndiaye. 125 pages pour étudier, lever les amalgames du mouvement territorial Boko Haram. Bakary Samb dit s'inscrire dans une démarche compréhensive. La première question que les gens vous posent lorsque vous parlez de Boko Haram, c'est d'où vient-il, que veulent ces gens? J'ai voulu apporter une réponse à cela, mais une réponse africaine. Un ouvrage, l'économie de témoignages d'élus du Nord et d'anciens membres du groupe terroriste, l'autocritique, la technique de l'auteur. En travaillant sur ces sources arabes, j'ai pu découvrir la véritable dimension de ce mouvement qui finalement n'est pas lié à la religion en tant que telle, mais répond de conséquences, de frustration et d'injustice sociale. Le diplômé en islamologie et en relations internationales appelle par ailleurs à la revalorisation du patrimoine islamique. Sa vision est partagée. Nous avons toujours besoin de référence, d'un ouvrage, d'un document sur des phénomènes qui impacte notre société. Il a dit également quelque chose de très important, le fait que Mohammed, qui après Dieu et le Coran
Et le symbole même de l'islam ne l'a jamais pratiqué. Donc c'est un faux argument des gens qui s'arment de la religion musulmane pour pouvoir aller tuer des gens, des innocents, y compris des musulmans. Boko Haram, du problème nigérien à la menace régionale, des efforts pour la paix et l'éducation religieuse, Bakary Samb veut ainsi dépasser les violences physiques dont les musulmans sont victimes. En ce sens, il annonce une tournée de présentation. Par ailleurs, l'auteur rajoute que le Sénégal peut porter le manteau du médiateur dans cette crise au Yémen. Pour ce dernier, le Sénégal est l'un des rares États à avoir cette capacité d'écoute et de coopération. Écoutons Bakary Samb, il s'exprimait toujours à l'occasion de la sortie de son ouvrage sur Boko Haram. Le Sénégal, notre pays, est aujourd'hui l'un des rares du monde musulman à pouvoir parler à tous les pays du monde musulman. L'Iran ne parle pas à l'Arabie Saoudite, le Maroc a du mal avec l'Algérie, l'Irak ne parle pas au Koweït, la Syrie parle mal au Liban. C'est un pays qui a organisé 2 fois le sommet de l'OCI, en Afrique subsaharienne. C'est un pays qui voit se renouveler le mandat à la tête du comité Al-Quds au niveau des Nations Unies pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien. Un tel pays sur lequel mise l'ensemble de la Oumma n'est pas n'importe quel pays. De ce fait, sur les relations internationales, il y a 2 acteurs majeurs. Il y a le diplomate et le soldat. Je ne pense pas qu'on ait assez donné la parole aux diplomates avant de recourir aux soldats et que la valeur ajoutée de l'immiscion du Sénégal dans ce conflit aurait été la diplomatie. Imaginez aujourd'hui le prestige d'un Sénégal engagé à porter une initiative de médiation pour ce conflit du Moyen-Orient, pour raffermir les relations au sein de la coopération islamique, mais aussi pour la cohésion de la Oumma. Je pense que là était notre véritable valeur ajoutée. Nous en arrivons à la page sportive pour commencer du football avec la sortie de l'entraîneur du Sénégal, Aliou Cissé. Pour les besoins du match Sénégal-Burundi, il a fait face à la presse et a rappelé la cohérence dans sa philosophie de coaching ou de management, la rigueur et encore la rigueur. Pape Faragning, Aïssatou Dia. Un Aliou Cissé décontracté face à la presse sportive qui répond à toutes les questions des journalistes sans détour. Pour le nouvel entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, il faut du temps pour bâtir une équipe compétitive. Une équipe ne se décrète pas, vous le savez aussi bien que moi. On ne se décrète pas du jour au lendemain, on décrète qu'on a une équipe. Le Sénégal a toujours eu de très grands joueurs. Ce qui m'intéresse, c'est surtout avoir le meilleur 11 du Sénégal. Et le meilleur 11 du Sénégal, il faut du temps. Il faut de la préparation, il faut travailler, il faut du vécu, il faut des matchs pour justement progresser. Et pour obtenir des résultats satisfaisants, la rigueur et la discipline sont primordiales. Sur la discipline, il y a plusieurs formes de discipline, à l'intérieur du groupe et peut-être à l'extérieur du groupe. Donc ne pas être sélectionné, ça peut être une frustration pour un joueur, ça peut se comprendre. Voilà, c'est vrai, mais par contre, je pense que le respect de ses coéquipiers, le respect en tout cas du pacte qu'on a signé avec les joueurs, c'est de savoir raison garder. Après ces 2 sorties victorieuses, Aliou Cissé prépare sereinement les éliminatoires. Le Burundi, ce n'est pas un match qu'on va prendre à la légère. Voilà, nous allons y travailler. Le match contre le Ghana et contre le Havre m'a aidé aussi à avoir un peu plus de certitude sur la mentalité et sur les qualités des joueurs. Aliou Cissé a beaucoup insisté sur la discipline dans le groupe. Pour le patron des Lions, l'équipe a besoin de sentir le peuple derrière elle. Naissance en juin prochain d'une fédération sénégalaise de basketball avec un nouveau texte pour définir le profil du futur président de la dite fédération. Et d'ailleurs, l'ancien président Baba Tandian laisse planer le doute quant à sa possible candidature. À noter que les candidatures ne sont pas encore sur la table du CNBS Papanderi Fall et Tierno Laurent Mendy. Nouvelle condition pour être élu président de la future fédération de basket,
Le candidat doit avoir capitalisé une expérience avérée dans le basketball. Pour le président de la Fédération sénégalaise de basketball, il y a deux conditions principales et une condition subsidiaire. La première condition principale, c'est qu'il faut être sénégalais, il faut être majeur et vacciné. Il faut n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation infamante, etc. Les conditions basiques. Et puis la deuxième condition, c'est qu'il faut être issu d'un club. Ensuite, il y a une troisième condition subsidiaire, mais qui est quand même très importante, c'est que désormais, le candidat doit déposer auprès de tous les clubs et de tous les votants un programme. Des critères que l'ancien président de la fédération approuve. C'est un test que personnellement, moi, je salue. Et cela fait partie un peu des bons points du CNB. Et il faut s'en féliciter. Pourquoi? On va voir des présidents de clubs confrontés aux problèmes des clubs, élire le futur président de la fédération de basketball qui sera confronté aux problèmes vers les clubs. Aucune candidature reçue jusqu'ici au CNBS. Baba Tandian, lui, sera-t-il candidat? Pour l'instant, nous ne sommes pas au niveau de la réception des candidatures. Les textes que nous avons fini de peaufiner sont au niveau de FIBA, qui nous les renverra incessamment. Je ne sais pas. L'ancien président de la Fédération sénégalaise de basket prodigue des conseils aux futurs candidats. Le message que je leur lance personnellement, pas à moi, mais à eux, les candidats reconnus, c'est de faire une compétition saine. Une compétition où il n'y aura pas de dérapage, il n'y a pas de mots qui fâchent. Au lendemain de la victoire de l'un ou de l'autre, ils doivent se retrouver dans les 24 heures pour conduire ensemble les destinées du basket sénégalais. Toute personne privée du droit électoral suite à une décision judiciaire ou ayant été sanctionnée dans l'exercice de ses missions au sein du basket ne peut prétendre diriger la fédération. Une nouvelle vision pour le développement de la discipline selon ses acteurs. Et nous parlons de volleyball avec la non-participation ou la non-qualification aux Jeux africains en messieurs. Cela devait se passer au Cap-Vert et cela divise la fédération de volleyball au Sénégal. Gérard Sambou, vice-président, accuse le président Mamadou Ndoye d'avoir sacrifié les garçons. Le professeur Mamadou Ndoye de rétorquer que toutes les dispositions ont été prises, mais le ministère n'a pas pu répondre à temps à la requête de ces athlètes. Je vous propose de l'écouter. L'arbitrage, le pré-arbitrage qui a été fait au niveau du ministère, entre le ministère et le comité national olympique, le choix a été porté sur les filles. Et le président de la Fédération sénégalaise de volleyball a été convoqué le jeudi de la semaine dernière pour le faire signifier comme quoi nous avons choisi une discipline, et c'est les filles qui vont être représentées aux compétitions des Jeux africains. Ce que nous a dit le ministre, le DHC, le directeur de la compétition, c'est clair, la tendance pour eux, dans le pré-arbitrage, c'est que les filles partent. Donc, ils ont privilégié les filles. C'est le ministère qui a pris cette option. D'accord? Non, c'est sur la base des médaillables. Alors, en homme, on ne peut pas nous dire que les garçons n'ont pas de niveau. Cette équipe nationale masculine, c'est des enfants qui ont évolué de la petite catégorie. Petite catégorie, je parle bien de la classe de C2 jusqu'en senior. Comment ces garçons comme ça ne peuvent pas être performants? Ça, c'est une option du ministère. C'est très, très clair. Ce n'est pas la fédération, ce n'est pas le président de la fédération, c'est le ministère et c'est une logique du ministère. Et nous restons dans cette discipline avec le tournoi de la zone 2 en volleyball, toujours éliminatoire des Jeux africains. Cet après-midi, le Sénégal bat le Cap-Vert 3-7-1 pour la 3e place. Le Mali a battu la Gambie par 3-7-0. Le Sénégal et le Cap-Vert représenteront la zone 2 aux Jeux africains. Au classement, Sénégal 1er, Cap-Vert 2e, Mali 3e. La Gambie arrive à la 4e place. Et nous reparlons football. Papis, les supporters de Alekaza ont rendu un vibrant hommage à Jules-François Bocandé. Pour eux, l'ancien numéro 10 de l'équipe nationale est une référence en matière de patriotisme. Il faut donc s'inspirer de Bocandé pour son patriotisme et son amour pour l'équipe nationale. Je vous propose d'écouter Malamine Tamba. Il est au micro de Pape Faraning et Younous Diatta. Rencontre en hommage à Jules-François Bocandé, qui, comme vous le savez, est une preuve de patriotisme, est une preuve de détermination, mais une référence
pour tout sportif. Jules François est une référence pour tous les Sénégalais. On a vu l'engagement dont il a fait montre tout au long de son vécu au profit et au service du football sénégalais. Quelqu'un rappelait tout de suite qu'il s'est fait une fois sanctionné pour revenir jouer, pour pouvoir jouer pour le Sénégal. Le Sénégal qu'il a sanctionné à un moment donné à vie. Mais malgré tout ça, il a fait preuve de dépassement, il a fait preuve d'engagement pour son pays et il est revenu. Il s'est fait sanctionner au moment où le débat souvent porte sur le comportement des joueurs qui se réservent pour ne pas jouer en équipe nationale. Bokandé était un homme intégral pour le Sénégal. C'est l'heure du dossier du jour, Papy. Ce vendredi, le dossier culture s'intéresse à l'instrument favori des Peuls. Il s'agit du riti. Et l'artiste choisi aujourd'hui, c'est Yerel Ka, symbole dans cette ethnie avec ses performances musicales. Aïssata Paye Fall ne joue pas le Nyanyori, comme on le dit en bon polar, mais elle a été à l'écoute. Voici son dossier. Riti ou Nyanoro, violon des bergers Peuls, arsenal instrumental africain à cordes frottées au son magique. Un apprentissage musical qui s'opère dès l'enfance. Nous nous initions à cet instrument en gardant les troupeaux. C'est également pendant ce temps que nous apprenons à le fabriquer et à chercher le bois de l'archer. C'est tout petit que nous découvrons cette musique. À 10 voire 10 ans, à cet âge, les doigts sont très agiles, mais avec l'âge, on perd cette agilité. D'une composition simple, mais chaque élément a sa spécificité pour donner des sons uniques. Pour fabriquer cet instrument, on utilise la même matière qui permet de confectionner les calebasses qui servent à traire les vaches. On se sert aussi de la peau de varan, des poils de la queue de cheval. La peau de varan donne du son très fin, de même que les poils de la queue de cheval. Chaque élément participe à l'élaboration du riti. Même le clavier et la guitare ne peuvent pas donner de telles sonorités. Ibou Kalbas ne peut s'empêcher d'utiliser cet instrument dans sa musique. Les sensations qu'il lui procure sont inimaginables. Bon, moi, Ibou Kalbas, en jouant la musique, si je joue avec des instruments traditionnels comme le riti, ce que je sens, vraiment, c'est pas pareil en jouant avec des instruments modernes. Donc c'est un instrument magique. C'est un instrument que je suis beaucoup. C'est un instrument que... Le mariage entre cette musique Peul, Djeri et les instruments modernes ont décomplexé le milieu musical avec l'introduction de nouvelles sonorités. Pari réussi entre la tradition et la modernité. Léa, vous jouez le riti? Ah non, absolument pas. Mais peut-être que j'apprendrai d'ici peu. Pourquoi pas? Vous aimez la sonorité? Ah oui, c'est magnifique, Papis. Voilà, donc à suivre prochainement. Merci d'avoir suivi ce 20h. Excellente suite des programmes sur nos antennes.